quelque chose d'important qui s'est passé aujourd'hui quand même, c'est l'annonce par le Premier ministre de la mise en concession de la A154. Alors, pour cette Assemblée, c'est important parce que c'est là où c'est né. D'abord, faire un petit recensement qui était élu et dans le SMEP en 2001. Alors, j'en vois quelques-uns. Ah, il y en a pas mal. Levez bien les bras quand même. Il y en a quand même pas mal. C'est tous ces gens-là qui sont à l'initiative de ce projet. Dans l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, puisque à l'époque, on transformait le SDO, un schéma directeur, en SCOT. On était un des premiers à avoir fait un SCOT en France. Hein. Et donc, une méthode un peu différente, assez sympa. C'est la loi SRU qui proposait ça. Bon, je ne vais pas vous refaire tout ça, c'est très long. Et dedans, il y avait cette problématique, justement, des voies de communication. Donc, alors, on a parlé du fer, de la route, tout ça. Et là, c'était quand même penché de savoir comment trouver une solution. Et on a bien vu qu'il fallait 77 années de contrat de plan pour pouvoir continuer de faire les petits arrangements qui étaient faits entre Chartres et Tremblay, et pour aller jusqu'à Nonancourt d'un côté et puis à l'Aisne de l'autre. Bon, je pense que ça n'aurait jamais existé parce que l'État ne pouvait pas s'occuper de ça. Et on a fait une proposition à l'époque, alors je me rappelle, puisque je suis à l'initiative d'essayer de proposer une concession autoroutière. Il y en a un qui était là aussi, parce que Bernard Horst n'était pas directeur général des services, mais il était déjà dans les services, et il a travaillé avec nous à l'élaboration du SCOT, il se rappelle bien de tout ça, et d'ailleurs, tous les deux, on est allés ensemble, ministère, c'était Père Ben, le ministre à l'époque, pour expliquer qu'il y avait du sens à faire une concession autoroutière au vu des trafics. Puis quand on voit la A19 qui a un trafic vraiment inférieur, on peut se demander comment il y a des autoroutes qui sont financées avec des trafics moindres, alors que là, bon, manifestement, on ne pouvait pas le faire avec les subsides de l'État. Et donc, on a proposé cette concession autoroutière. Alors là, vous voyez un peu, en 2001, on commence à réfléchir à tout ça, on propose des choses, et là, on est en 2021. Vous voyez que le temps des projets, le temps politique n'est pas tout à fait le même. Alors aujourd'hui, c'est très bien parce que le Premier ministre, avec qui j'avais échangé le 18 novembre, on parlait de trois sujets ensemble, des sujets importants pour notre territoire. Bon, je lui avais rappelé la problématique et il m'avait dit je suis favorable, bien sûr, on a vu ce projet au niveau national et je m'engage à ce que d'ici la fin de l'année, il y ait une annonce sur le sujet. Alors, bien sûr, il y a le temps politique, le temps électoral. Je lui dis que pour lui, c'était certainement un avantage d'annoncer ça maintenant, certes, mais en tout cas, sur ce sujet, bien sûr, moi, je veux remercier quand même cette comité d'agglomération qui a eu la ténacité pour faire ça. Alors à l'époque, hein, c'était pas homothétique, hein, le SMEP et puis l'agglo. L'agglo, c'était juste la zone urbaine, enfin pas urbaine, c'est urbaine moins Marjouville et Morancé, mais c'était les 7 communes, je dirais, encerclées par la rocade. Donc c'était ça, et le SMEP, c'était 39 communes, donc ça allait un petit peu plus loin. Au départ, quand on a proposé ça, et là on peut regarder tous les échanges qu'il y a eu sur le sujet, eh bien tout le monde était contre. Alors peut-être qu'une fois de plus, c'est parce que c'était l'agglomération chartraine qui le proposait, mais que ça soit au nord ou au sud, les gens n'étaient pas favorables. Alors on avait commencé d'ailleurs par exprimer la volonté de faire un petit tronçon entre Poivillé et Chartres-Est. Rapidement, c'est devenu le projet Nonancourt-Allen, avec un projet aux environs d'1 milliard, avec une plus grande difficulté sur la partie nord, parce que à Nonancourt, enfin, en fait, le bassin de Vidrois est plus pénalisé encore que nous par le trafic, parce que la 154 et la nationale 12 au nord, c'est la même route. Donc séparer tout ça, c'est très complexe. Et en fait, si ça coûte 1 milliard, il y aura 500 millions en là-haut, à peu près 250 millions pour le franchissement de l'agglomération chartraine, notamment la vallée de l'Eure, et ensuite le reste dans les champs où là, ça coûte vraiment moins cher. Donc c'est ça l'économie du projet, dans un modèle de concession où il faut, dans une concession autoroutière, quand on concède, il faut qu'il y ait des risques de chaque côté, et donc forcément une subvention d'équilibre qui avait été estimée à 60 millions d'euros, avec un engagement de l'État, si ça se faisait, de 30 millions, la moitié, et puis les autres 50%, puisque la région finit toujours par le faire, mais elle ne peut pas le dire, ça doit être des problèmes politiques, et puis les 30 millions, le reste, c'était plutôt 15 millions pour le département et 7,5 millions pour les 2 agglomérations. Donc voilà, c'est ça, j'ai entendu des chiffres avec des dizaines de millions, bon, tout ça c'est faux, il y a des gens qui font de la politique de bas étage avec ça, c'est ça la réalité. Et surtout avec un mécanisme de retour sur bonne fortune. Et ça, sur le trafic, vu le trafic, bien sûr, si jamais le trafic disparaissait, ça n'existerait pas, mais en fait, ça ne coûtera rien
ni à l'État ni aux collectivités. Alors pour l'État, sur 1 milliard, c'est quand même 200 millions de TVA tout de suite qui tombent. Alors il y a eu des temps importants. Comme tous les politiques du département n'étaient pas tout à fait d'accord, il y a eu un préfet assez exceptionnel qui a quand même expliqué à ses élus que tous vos projets de territoire, si vous vous battez en bas, vu d'en haut, on ne fait rien, parce que tant que les politiques sont en train de se chamailler, comme il y a de l'alternance en plus politique, eh bien les projets restent en l'état. Alors c'est le préfet Subremont qui un jour a réuni tous les politiques pour expliquer ça à tout le monde, et au fur et à mesure, il y a eu une conscience collective qui s'est installée, qui a permis de faire que, bon, bien sûr, à quelques cas près, il y avait quelques divergences, mais globalement, la majorité des élus, 95% des élus, sont favorables depuis maintenant un certain nombre d'années au projet. Et puis il y a eu un deuxième temps très fort. Bon, alors, il n'y a pas de parlementaire qui était avec moi à ce moment-là, mais ils avaient réuni tous les parlementaires avec le ministre des Transports, c'est M. Cuvillier, à l'époque, pour qu'on explique ce projet et qu'on prenne des décisions. Et là, il y a une intervention du président de la région Centre, François Bonneau, qui a expliqué, c'est vrai que j'aurais préféré une 2 fois 2 voies gratuite, mais tout ça c'est irréalisable. Seule une concession pourra régler le problème, sinon on s'en sortira jamais. Et c'est ce qui l'a emporté, que au niveau de l'État, on a commencé à rentrer dans toutes les procédures, toutes les études d'utilité publique. Et je remercie bien sûr M. Subremont, je serai de le revoir pour le donner le message, parce qu'aujourd'hui, moi je trouve que c'est une très belle journée. Et puis François Bonneau, qui a été cohérent, qui a été au-dessus des clivages politiques, qui n'a pas fait de la politique politicienne. Ça lui a été reproché, mais globalement, vous voyez, au moment où il a fait ça, ça fait déjà un paquet d'années. Il est toujours là, il a été réélu. Je pense qu'il a eu le bon sens politique. Donc moi, je le remercie. En tout cas, pour les bassins de vie d'Rouet, Chartrain, pour le département, et puis surtout pour la France, parce que quand on regarde ce barreau de 90 km, c'est celui qui ferme le cercle de 100 km autour de la région parisienne, qui va désenclaver complètement l'Île-de-France, toutes les remontées dans tous les sens, tous ceux qui remontent sur Paris pour échanger vers d'autres régions, et bien là, ils pourront faire le cercle des deux côtés. Donc là, l'État, au bout d'un moment, a vu qu'il y avait un intérêt général important. Donc d'abord, la France, l'Eure-et-Loire, les agglomérations et bien sûr les habitants. Et dans la rocade, je me rappelle, c'était le prédécesseur de Dominique Soulet qui disait... à l'époque, Étienne Bordet, qu'il faut que la rocade redevienne un boulevard urbain. Vous voyez, c'est très important. Et une fois que ce trafic de transit est dévié sur l'échangeur Est, façon simple, et sans autre sortie, c'est-à-dire que les sorties suivantes sont très éloignées pour pas qu'il y ait des retours de flux, eh bien, je peux vous dire que la rocade redeviendra un boulevard urbain. Que tous les flux de transit qui traversent l'agglomération, notamment la place des Éparts, à l'époque d'ailleurs des études, c'est 50 000 véhicules par jour sur la place des Éparts. Donc tout ça, ça reprendra naturellement la rocade et la vie sera un petit peu plus apaisée sur la zone urbaine et je pense que ça profitera énormément au développement économique. Donc aujourd'hui est une grande journée. Merci à Jean Castex d'avoir tenu ses promesses ce jour. Bon, vous verrez les déclarations. Je pense que la presse locale, peut-être nationale, en parlera. Et avec une demande particulière, il faut absolument qu'on commence par contourner les agglomérations. Et la première à contourner, c'est l'agglomération chartraine, parce que si on accélère le trafic pour revenir s'embouteiller sur Chartres, ça serait raté. L'idée, c'est de contourner d'abord Chartres et ensuite rajouter les bras pour pouvoir faire circuler le trafic. Bon, on peut discuter de tout ça, mais c'est un peu technique, on aura le temps de voir tout ça.